On retrouve tout de suite Tasha et Jacques cet après-midi, nos commentateurs. Tasha, on voit quand même qu'il y a une fracture au Canada entre l'Est et l'Ouest, entre la ruralité et les villes. Est-ce que le Canada, pour vous, Tasha, est un pays divisé? Oui, absolument. Je pense qu'on le savait avant cette élection aussi. Ça se dessine depuis assez longtemps, ces divisions-là. C'est pas nouveau, particulièrement urbain-rural. Mais je pense que générationnel, c'est celui qui est survenu le plus dans cette élection qui est intéressante. Les jeunes qui étaient conservateurs, les vieux qui étaient libéraux, d'habitude, c'est l'inverse. Mais je pense que ces fractures-là, c'est une des grandes choses que, majorité ou minorité, M. Carney va avoir à régler parce que l'unité nationale, ça, c'est la grande chose, la grande fracture. Et Danielle Smith, déjà, dit qu'elle menace de faire toutes sortes de choses si on ne respecte pas l'Alberta. Alors, M. Carney doit jongler avec ça et trouver une façon de représenter et respecter l'Ouest dans son gouvernement d'une façon ou d'une autre pour satisfaire peut-être pas elle, mais assez d'Albertains pour qu'elle n'a pas le poids qu'elle pense qu'elle a. Parce que le vote conservateur est fort. Là. Il y a quand même... Absolument. Il y a quand même un message aussi de ce côté-là. Jacques, est-ce que Mark Carney est capable d'unir le Canada? Ça va être un contrat. En fait, je pense que la carte de Mark Carney, dans le contexte actuel, pour unir le Canada, c'est celle de Donald Trump. Donc, on a vu M. Legault sortir en appuyant parce qu'il intervient essentiellement sur la question économique. La même chose avec Doug Ford. Mais après ça, si on parle des particularités, par exemple, du Québec, on sait que Carney va contester la loi de Jolin Barrette sous le renforcement de la loi 101 puis l'utilisation de la clause non-obstant ou encore tout le débat sur les fameux signes religieux. Là, il risque d'avoir un affrontement entre le Parti libéral canadien, Mark Carney, et les intérêts du Québec. Autre chose, et je rejoins Tasha là-dessus, jusqu'où va aller Mme Smith, là? Moi, ça fait une couple de fois que je l'entends dire, s'il y a une dislocation du Canada ou même une indépendance, éventuellement, ça va peut-être venir de l'Alberta. Ça, c'est un gros morceau. Mais le résultat aujourd'hui vient donner du gaz, si vous me permettez l'expression, puisqu'on parle du pétrole. Vous pensez au mouvement sécessionniste, indépendantiste de l'Alberta, Tasha? Absolument, oui. Ça jase déjà de ça. Et un des problèmes, c'est que les Albertains maintenant ont un partenaire de danse, c'est-à-dire les États-Unis et M. Trump qui veut faire un 51e État, où est-ce qu'il commencerait. Il a même dit à un moment donné qu'il commencerait dans l'Ouest. Quelqu'un lui a conseillé de faire ça. Bon, alors, c'est réel, mais aussi c'est réel si M. Carney veut faire des gros projets d'infrastructure pour bénéficier le pays, mais aussi l'Ouest, comme des oléoducs ou un corridor énergétique, comme il parle. Ces projets-là, s'ils sont bloqués, ça va alimenter la grogne dans l'Ouest aussi. Alors, c'est pour cette raison-là, c'est important pour lui d'avoir des appuis aussi au Québec, justement, parce qu'on sait, NRGS, c'était pas populaire au Québec, mais les nouveaux projets qu'il proposerait, est-ce qu'il y a manière de convaincre les Québécois de les accepter aussi pour aussi éviter une crise dans l'Ouest? Jacques, est-ce que vous comprenez pourquoi le Parti conservateur, élection après élection, n'arrive pas tout à fait à faire les percées que le parti voudrait faire au Québec? Bien, c'est clair que la présence et l'existence du Bloc québécois est une partie de la réponse, mais moi, je risque quand même la dimension suivante, c'est-à-dire, je pense que sur le plan social, sur le plan des valeurs, sur le plan des politiques publiques, le rôle de l'État, tout ça, le discours conservateur ne colle pas auprès de la population du Québec ou une grande partie de la population du Québec. Juste rappeler, ça va faire sourire Tasha, mais vous savez, dans le Canada, le plus haut taux de syndicalisation, il est au Québec. Et contrairement au rapport qu'entretiennent certains syndicats avec le Parti conservateur en Ontario, notamment au niveau de l'industrie de l'automobile, au Québec, ça n'existe pas. Les organisations syndicales ont de tout temps combattu le discours des conservateurs. C'est pas un vote monolithique, hein? C'est pas, tout le monde ne vote pas contre les conservateurs parmi les 40 de personnes syndiquées au Québec. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il y a quand même au Québec, sur les questions de social-démocratie, du rôle de l'État social des services publics quand même, un historique, un narratif qui est beaucoup plus fort que dans le reste du Canada. Est-ce qu'il y a... Oui, Tasha?
J'allais dire, je ne vais pas rentrer dans le discours syndicaliste avec Jacques, là, mais je pense que l'historique québécois, c'est sûr que c'est plus étatiste. Et c'est un legs de la France, c'est un legs historique qui fait que les attitudes québécoises ont été plus étatiques, plus acceptantes de l'État, et aussi l'État en défense de la langue et culture française. Oui, étant minoritaire dans l'Amérique du Nord, ça nécessitait une défense et ça venait de l'État. Alors, les Québécois sont plus en faveur d'un État interventionniste que peut-être le reste des Canadiens. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a un message du Canada au monde avec l'élection des libéraux, avec l'élection d'un homme comme Mark Carney, ancien banquier central, avec tout ce qu'il représente, Tasha? Répétez la question, pardon. Est-ce qu'il y a un message au monde entier que le Au Canada ait monde. choisi une personne comme Mark Carney? Un banquier, peut-être, oui, ça Un libéral, néolibéral, un homme des institutions, l'homme de ça Davos. Oui, mais ça envoie, c'est exactement ça, un des clivages. Ça envoie le message qu'on n'est pas tombé dans les discours populistes que beaucoup d'autres pays ont, des gouvernements même populistes ou qui sont contre ces institutions, qui disent que c'est des complotistes, qui disent que ils veulent refaire le monde, etc., aux dépens des personnes ordinaires. Je pense que ça télégraphe aussi le fait qu'on aurait des gens avec de l'expertise économique sérieux pour discuter de manière sérieuse des choses comme les tarifs. Alors, dans un sens, je pense que ça renforce cette expertise-là et ça démontre que peut-être on n'a pas choisi le même chemin que, comme j'ai dit, des partis des pays d'Europe, par exemple, où les populistes sont beaucoup plus forts. Jacques? Ouais, ben moi, je pense que depuis le début, la candidature de M. Carney dépasse le Canada. C'est-à-dire, quand on parle de Davos, quand on parle de l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, tout ce que les populistes attaquent comme discours conservateur, nationaliste, identitaire, tout ça par rapport à la mondialisation néolibérale, c'est clair qu'il y a beaucoup de yeux rivés vers M. Carney sur va-t-il dompter la bête ou pas? Et ça, à l'heure où on se parle, Gérald, moi, je pense qu'on n'a pas la réponse. Comment Trump va se comporter, comment tout ça va finir, c'est un grand point d'interrogation pour moi. OK. Là, on ne sait pas si ce sera minoritaire et majoritaire. On attend quand même les résultats encore dans quelques circonscriptions. Mais si c'est minoritaire, Tasha, est-ce que M. Carney s'en va vers une moyenne de 18 mois comme gouvernement minoritaire? Comment les conservateurs vont se comporter également? Moi, je pense que si c'est minoritaire et s'il ne réussit pas à gober 2-3 députés et les rentrer dans son caucus, on a une situation où aucun parti minoritaire a un intérêt à faire tomber le gouvernement. On est dans le même cul-de-sac avec l'NPD qu'auparavant. Quel avantage l'NPD aurait de faire tomber un gouvernement quand ils n'ont même pas le statut de parti? Il n'y a pas de bon sens. Ils ne feraient pas des gains s'il y a une élection. Ils n'ont pas les fonds pour faire une élection. Ça ne marche pas. Alors, non, je pense que ce serait un peu statu quo, mais même pire parce que, élection serait tellement difficile pour eux. Jacques? Oui, bien, c'est sûr que si vous êtes au Bloc ou au NPD, vous ne souhaitez pas qu'en fin de journée, M. Carney réussisse à aller chercher les 3 circonscriptions supplémentaires pour lui donner une majorité, parce que ça va donner quelque part dans le temps une légitimité et au Bloc sur les intérêts du Québec et au NPD sur les questions sociales liées au monde du travail. Maintenant, est-ce que c'est gérable, gouvernable sur du moyen terme? Je pense que oui. J'ai hâte de voir aussi comment ça va se dessiner autour de Poilievre, parce que là, la grande question, c'est que si on est en minorité, est-ce que Poilievre reste? Moi, je pense que oui. Alors là, comment Poilievre va se comporter? Hier, dans son discours, il semblait un peu plus conciliant. Je pense que M. Poilievre est obligé de recentrer, lui aussi, sur les intérêts du Canada. OK. Merci, Jacques. Merci, Tasha, pour vos lumières aujourd'hui, en ce lendemain d'élection où les jeux ne sont pas encore tout à fait faits. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.